Cette histoire va être longue, alors soyez patient avec moi. Pour commencer, je dois dire que je suis une fille de 17 ans qui travaille actuellement dans son premier emploi. Pour des raisons de confidentialité, je me référerai à moi-même avec mon surnom, Brie. L'histoire pourrait ressembler à une histoire d'horreur typique dans un restaurant. Mais étant donné que les événements de l'histoire ont duré quelques jours, ce serait techniquement une histoire de harcèlement. Je crois que le restaurant dans lequel je travaille s'appelle Outback. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le restaurant, c'est un restaurant à thème australien. L'histoire s'est déroulée en décembre de l'année dernière, 2023. Permettez-moi de décrire un peu la disposition de mon restaurant. Dès que vous entrez dans le bâtiment, juste en face de vous se trouve le poste de réception. À gauche se trouve la section d'attente qui comporte quelques sièges en cabine pour s'asseoir, et derrière le poste de réception se trouve la section du bar, où il y a des cabines autour du bar. À droite du poste de réception se trouve l'entrée de la salle à manger principale, partiellement bloquée par un muret bas. Cela signifie que dans la cabine juste à côté de la porte, on ne peut pas voir les personnes assises contre le muret bas depuis le poste de réception. Cela sera très important plus tard dans l'histoire. La nuit où cela s'est produit, j'étais chargé de fermer le poste de réception. Cela signifie que j'étais responsable de fermer la porte après 11 heures du soir, heure à laquelle nous fermons les week-ends. Ma collègue de réception était partie environ 1 heure avant que la situation ne se produise, donc j'étais la seule personne au poste de réception pour le reste de la nuit. Il était environ 10h40, donc il restait moins de 30 minutes avant la fermeture, ce qui signifie que nous étions vraiment lents. Il ne restait que le personnel de l'avant pour fermer, et il y avait seulement environ 4 tables avec des clients, et ils avaient tous déjà fini leur repas. Par conséquent, les serveurs traînèrent dans la cuisine avec les cuisiniers, revenant seulement occasionnellement à l'avant pour vérifier leurs clients. Moi-même, j'avais commencé à avoir faim à ce moment-là, car j'étais allé directement au travail après l'école et je n'avais pas du tout dîné. Comme il n'y avait pas de clients qui entraient à ce moment-là, je suis allé à l'arrière et j'ai attrapé un peu de pain et une boisson, les emmenant avec moi au poste de réception. J'ai mangé un peu tout en naviguant sur mon téléphone jusqu'à ce que je vois du mouvement. 2 personnes entrèrent dans le bâtiment. J'ai immédiatement éteint mon téléphone et j'ai rangé ma boîte à pain sur une étagère intégrée au poste de réception. Quand j'ai levé les yeux pour saluer les clients, j'ai tout de suite réalisé que quelque chose n'allait pas. Pour commencer, l'un d'eux portait un passe-montagne. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un type de couvre-visage qui ne permet de voir que les yeux de la personne. En d'autres termes, je ne pouvais pas voir le visage de cet homme. L'autre avait juste un bandana sur la tête. Les 2 portaient des vestes assez volumineuses. Mais même en dessous, je pouvais voir leurs mouvements nerveux. Le plus petit des 2 s'est approché de moi et a dit quelque chose. Je lui ai demandé de répéter parce que sa voix était hachée. Je suppose qu'ils étaient probablement drogués ou ivres à en juger par leur langage corporel et l'odeur de cigarette qu'ils avaient. Après s'être répété quelques fois, j'ai finalement compris ce qu'il disait. Il commandait à emporter. Maintenant, nous avons une pièce spécifique pour les plats à emporter située vers l'arrière du restaurant, juste à côté de l'entrée de la cuisine. Je leur ai donné mon sourire habituel de service client et j'ai commencé à leur dire d'aller là-bas. Mais celui qui m'avait parlé m'a interrompu. Il m'a demandé quelques menus pour pouvoir voir le menu à ce moment-là. Ce n'était pas une demande inhabituelle, donc je les lui ai donnés sans trop y penser, supposant qu'ils les emporteraient avec eux dans la pièce à emporter. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'ils s'asseyent là même, à côté du poste de réception pour voir le menu. Bien que ce ne soit pas un gros problème, la façon dont ils ont choisi de s'asseoir envoyait des signaux d'alarme dans ma tête. L'un a choisi de s'asseoir sur les sièges juste à côté du poste de réception, et l'autre a choisi de s'asseoir dans la cabine vide, juste à côté de la porte, c'est-à-dire les sièges les plus proches de mon poste. Appelez-moi paranoïaque, mais je suis une jeune femme qui a eu de nombreux mauvais rencontres par le passé, donc oui, cela me donnait un mauvais sentiment. Ils sont restés là un moment, sans parler. Chaque fois qu'un client se levait et partait, j'ai remarqué comment le plus grand et le plus silencieux se levait et regardait autour de lui puis se rassit, presque comme s'il examinait qui restait. Il faisait littéralement cela chaque fois que quelqu'un partait et semblait de plus en plus agité chaque minute qui passait. J'ai envisagé d'aller chercher un gestionnaire, mais comme ces hommes n'avaient techniquement rien fait de mal, je ne savais pas ce que je pourrais dire au gestionnaire. Essayant de me distraire de la sensation inconfortable, j'ai décidé de plier quelques menus pour enfants. Malheureusement, ma boîte à pain était sur le chemin des menus,
alors j'ai dû la déplacer. Je suppose que les hommes ont entendu bouger la boîte en polystyrène parce que celui qui m'avait parlé avant a relevé les yeux et a simplement souri. Ce n'était pas un bon sourire. Je ne sais pas comment le décrire exactement, mais il a fait que mon estomac se contracte juste en le voyant. Il m'a demandé si la nourriture ici était bonne. J'ai été un peu paralysé par la question. Comme vous êtes ici pour commander de la nourriture, vous ne devriez pas le savoir? J'ai juste forcé un sourire et dit oui. Il m'a regardé en silence après cela, alors j'ai détourné le regard et j'ai fait de mon mieux pour l'ignorer. Cela a duré seulement 2 minutes avant qu'il ne parle à nouveau. Une fois de plus, je ne pouvais pas comprendre, alors je lui ai demandé de répéter. Je ne pouvais toujours pas l'entendre, alors stupidement j'ai fait un pas autour de mon poste pour m'approcher un peu plus pour l'entendre. « As-tu Instagram ?» C'est ce qu'il m'a demandé. Je suis resté perplexe. C'est à ce moment-là que j'aurais dû mentir et dire non, mais sans réfléchir, j'ai automatiquement donné ma réponse habituelle lorsque cette question est posée. « Oui, mais je n'ai que 17 ans, monsieur. » À quoi il a répondu. « Oh, c'est bon. J'ai aussi 19 ans. » Bien que je ne juge pas les gens qui échangent des réseaux sociaux avec des personnes plus âgées, j'ai une règle personnelle de ne jamais donner de réseaux sociaux à personne en dehors de mon âge scolaire. Étant moi-même encore étudiante, je trouve beaucoup plus facile d'éviter les harceleurs de cette manière. Mais malheureusement pour moi, je suis aussi une personne assez non confrontationnelle, alors je ne voulais pas simplement dire non ou dire non directement. J'aurais vraiment dû le faire. Donc à contre-cœur, j'ai donné un mince sourire et puis j'ai dit « Oh, eh bien, j'ai un petit ami », ce qui n'était pas vraiment un mensonge. Normalement, si ma réponse sur mon âge n'éloigne pas les hommes, ma réponse sur mon petit ami le fait. Alors j'étais pour mon malaise quand tout ce qu'il a fait a été de lever un sourcil et puis de répondre « Eh bien, ce n'est pas comme si je te demandais ton numéro, c'est juste un Instagram. » Oui, comme si l'application conçue spécifiquement pour poster des photos et des histoires était beaucoup mieux qu'un numéro de téléphone. Je me sentais comme un cerf dans les phares. C'est là que j'ai commis la principale erreur que je me reproche encore aujourd'hui. À contre-cœur, j'ai ouvert mon Instagram et lui ai passé mon téléphone. Je ne sais toujours pas pourquoi je l'ai fait. La seule chose pour laquelle je suis reconnaissante jusqu'à aujourd'hui, c'est que je ne poste ni ne sauvegarde jamais d'histoire, donc toutes les informations qu'il aurait pu obtenir de mon Instagram étaient de ma photo de profil et de mes listes d'abonnés et d'abonnés. Je l'ai vu écrire son compte et appuyer sur « Suivre » sur mon téléphone, puis il me l'a rendu. Ensuite, je suis rapidement retourné à mon poste pour éviter toute autre conversation. Je me sentais assez mal à l'aise maintenant, car pendant les dernières minutes, chaque fois que quelqu'un se levait pour partir, l'homme silencieux se levait et regardait autour de lui puis se rassit, semblant de plus en plus agité à chaque minute qui passait. Après quelques minutes de silence inconfortable, j'ai senti une tape sur mon épaule, ce qui m'a fait me retourner. Derrière moi se trouvait la serveuse de fermeture, que pour le bien de cette histoire, j'appellerai Jeanne. Jeanne est l'une de mes amies de l'école, que j'ai rencontrée pendant la 2e année, et en fait, je l'ai aidée à postuler pour travailler dans le restaurant. Immédiatement, je me suis senti un peu plus calme par sa présence. Nous avons parlé à voix basse pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elle mentionne qu'un de ses anciens serveurs qui avait quitté le travail auparavant était revenu rendre visite pour quelques minutes et était dans la cuisine. J'étais excité d'entendre cela, car lui et moi avions une assez bonne amitié pendant son temps de travail dans le restaurant. Donc, en m'assurant qu'il n'y avait personne d'autre qui entrait, je me suis rapidement dirigé vers la cuisine pour lui rendre visite pendant 1 minute. Après lui avoir donné un câlin et avoir parlé pendant quelques minutes, je suis retourné à mon poste de réception. En passant par le bar, j'ai vu Jeanne être appelée par les dernières personnes assises au bar. Un couple plus âgé. J'ai vu la femme me pointer du doigt et j'ai roulé mentalement des yeux, pensant qu'elle se plaignait que je négligeais mes devoirs au poste de réception. Je ne lui ai pas prêté attention et je suis simplement retourné à ma place. Je n'y étais même pas depuis 1 minute avant de sentir soudainement quelqu'un me saisir l'épaule. Surpris, je me suis retourné pour voir Jeanne debout derrière moi, son visage cendré. Immédiatement, je me suis alarmé et j'ai essayé de lui demander ce qui se passait. Mais elle a simplement secoué la tête puis m'a fait signe de la suivre. Ce que j'ai fait. Nous avons marché vers le bar, puis elle s'est penchée pour me chuchoter à l'oreille. « Ne bois ni ne mange rien de ce que tu as là-haut. La femme du bar a vu l'homme avec le bandana manipuler ta boisson pendant que tu étais en cuisine. » J'ai senti mon sang se glacer en entendant cela. J'aurais dû rester là, debout, à la regarder fixement en blanc.
Parce qu'elle a ensuite ajouté « L'homme était sur le point de prendre ta boîte de pain quand il a levé les yeux et l'a vu le regarder. » Elle a dit qu'il lui a simplement souri et s'est rassis. À ce stade, j'ai senti que mes mains tremblaient légèrement. Je savais qu'il y avait quelque chose de très mal avec ces hommes, mais je n'ai jamais pensé qu'ils manipuleraient ma nourriture pendant que je m'éloignais pendant seulement quelques minutes. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas allé chercher un gestionnaire à ce moment-là. Je ne sais pas à quoi je pensais, mais je lui ai simplement donné un hochement de tête et ensuite je l'ai remercié avant de retourner à mon poste. J'étais là pendant quelques minutes en silence, sentant mon cœur battre dans ma poitrine alors que j'évitais le contact visuel avec l'un ou l'autre des hommes. Je n'ai pas touché à la nourriture ni à la boisson. Peu après 10h55, la dernière table qui mangeait a payé sa note et est partie, ce qui a amené l'homme silencieux à se lever et à regarder autour de lui à nouveau. Les seules personnes qui restaient étaient le couple plus âgé au bar. Je suppose que l'homme a perdu patience car alors il a dit quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Il s'est levé et est sorti par la porte d'entrée, en la claquant derrière lui. Et je veux dire qu'il l'a frappé. Je ne savais même pas que la porte pouvait être si bruyante en se fermant. Je suis resté là, silencieux, abasourdi, avant d'entendre le barman appeler au bar. Je l'appellerai Dante pour l'histoire. C'est un grand homme d'une 50aine d'années avec un fils à peine quelques années plus jeune que moi. Il m'a appelé en souriant de façon humoristique, alors qu'il me demandait si un type était sorti furieux. J'ai pris cela comme une opportunité de me rendre rapidement au bar. Je me suis penché vers lui et lui ai raconté la situation. 2 types sont là-haut et ne partiront pas. L'un d'eux m'a harcelé pour que je lui donne mon Instagram, et la femme du bar dit l'avoir vu manipuler ma boisson. Toute la joie a disparu de son visage en entendant cela, prenant maintenant une expression beaucoup plus sérieuse avec une voix autoritaire. Il s'est dirigé vers l'extérieur du bar et a appelé à la cuisine le directeur de la sécurité et l'un des serveurs. Il y avait un petit groupe d'employés qui avaient terminé leur quart de travail pour la nuit, se détendant dans certaines des cabines et dans la section de fermeture près de la cuisine, et le manager m'a dit de rester là avec eux. De là, j'ai vu les 3 hommes s'approcher de l'homme solitaire à l'avant. Ils ne l'ont même pas atteint avant qu'il ne se lève rapidement et ne parte. Je suppose que les voir l'a intimidé pour qu'il parte. Après son départ, mon directeur est revenu vers moi et a pris les clés de ma main pour fermer la porte, me disant de sortir pour la nuit. Se sentant perturbé, j'ai fait exactement ce qu'il a dit. Je suis allé remercier le couple plus âgé avant de partir. Ce soir-là, et j'ai découvert que la raison pour laquelle ils étaient restés si tard était parce que les hommes leur donnaient également une mauvaise impression et les surveillaient. Il s'avère que le gentleman plus âgé était un policier à la retraite, alors il m'a donné une sérieuse discussion sur la sécurité avec les étrangers. J'aurais vraiment souhaité que ce soit la conclusion de l'histoire, mais malheureusement, ce ne l'était pas. La même nuit, j'ai vérifié mon Instagram et j'ai procédé à bloquer le garçon, pensant que la situation était terminée. Le lendemain matin, cependant, je me suis réveillé avec une demande de suivi d'un compte nouvellement créé. Je n'ai pas reconnu l'homme sur la photo de profil, mais après avoir regardé ses publications, j'ai remarqué quelque chose de suspect. 3 publications correspondaient exactement au moment où il avait demandé à me suivre, et il avait également suivi quelques-uns de mes amis de mon ancienne école. Je leur ai envoyé un message à tous les 2 en demandant s'ils le connaissaient, mais ils ont tous 2 nié, affirmant qu'il leur avait demandé de les suivre tous les 2 autour du même moment où il m'avait demandé de me suivre. J'ai pris des captures d'écran de son compte et de ses publications, puis je l'ai ignoré pendant quelques heures. Je pensais que ce pourrait être le compte de l'homme qui portait le bonnet cette nuit-là. Plus tard, j'ai vérifié à nouveau le compte pour le bloquer, et j'ai découvert qu'il avait supprimé sa photo de profil, toutes ses publications, et avait même vidé sa liste d'abonnés et d'abonnements. Je l'ai bloqué, et j'ai continué ma journée. Tout était calme jusqu'au week-end suivant. J'étais l'avant-dernière à partir ce soir-là en enregistrant ma sortie. Je suis allé à l'avant pour parler avec ma collègue. Il s'est avéré qu'elle allait ramener Jeanne chez elle ce soir-là, donc j'ai dû attendre une 30aine de minutes qu'elle sorte pour pouvoir partir. En arrivant au poste de réception, j'ai commencé à parler avec ma collègue de réception jusqu'à ce que quelque chose attire mon attention. Vous souvenez-vous comment j'ai mentionné qu'il peut être difficile de voir quelqu'un assis dans la cabine juste à côté de la porte à cause du muret bas? Oui, eh bien, c'est pourquoi j'ai été surpris de voir des chaussures dépasser de la cabine. J'ai regardé autour du coin pendant une seconde et j'ai immédiatement senti mon sang se glacer.
Assis là était un homme portant une veste volumineuse et un passe-montagne. Me tournant vers ma collègue, je lui ai demandé si elle savait qui c'était. Elle m'a regardé avec confusion et a dit que c'était probablement l'un des travailleurs de la cuisine attendant son transport. Je doutais de cela, mais avant de pouvoir enquêter davantage, Jeanne est sortie et je lui ai rapidement raconté ce que j'avais vu. Elle semblait aussi confuse que ma collègue, mais ensemble, nous nous sommes dirigés vers la cabine. Juste au moment où nous étions sur le point d'atteindre la cabine, l'homme s'est levé et est parti passant par l'entrée principale. Nous n'avons pas pu voir beaucoup de son visage, car il portait toujours son passe-montagne. Jeanne et moi nous sommes regardés en silence avant de simplement secouer la tête et de retourner à nos postes. Encore une fois, je n'ai pas réussi à alerter un manager. J'aurais vraiment dû. Ça aurait pu être un autre client tout à fait innocent, mais après la semaine précédente, j'étais sur le qui-vive. La dernière fois que j'ai vu l'homme, c'était après que j'avais fini de me préparer pour partir. Je suis allé saluer ma collègue, lui souhaitant une bonne nuit et lui disant de ne pas travailler trop dur avant de partir. Sur le chemin de ma voiture, j'ai remarqué un homme qui marchait de l'autre côté du parking. Sa silhouette était familière, mais je ne pouvais pas le dire avec certitude. Je me suis dit que ce n'était pas lui, qu'il était trop tôt pour qu'il soit là, mais au moment où j'ai déverrouillé ma voiture et que j'ai ouvert la porte pour m'asseoir, j'ai vu la silhouette s'arrêter. J'ai eu une vague vue de son visage alors qu'il se retournait. Il portait toujours son passe-montagne, mais il n'y avait aucun doute dans mon esprit. C'était lui. Encore une fois, je me suis retrouvé paralysé, le regardant juste me regarder pendant 1 minute avant de se retourner et de partir. J'étais si secoué par cet événement que je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans même mettre ma ceinture de sécurité. Je n'ai jamais revu l'homme depuis. J'espère ne jamais le revoir. Quand j'avais 18 ans et que je venais de rompre avec mon petit ami beaucoup plus âgé, j'ai essentiellement perdu la tête en sortant avec des garçons. À l'époque, j'étais aussi très gothique. J'ai même porté un vrai corset et un long manteau, principalement pour attirer l'attention. Un après-midi en particulier, ma copine et colocataire de l'époque avons décidé de manger dans un restaurant japonais local, tous les deux habillés de manière voyante. Notre serveur était un type blanc mince et moyen qui était clairement un peu alternatif, mais il était difficile de le dire vraiment avec l'uniforme. Nous avions plaisanté sur le fait de laisser mon numéro de téléphone sur le reçu ou quelque chose comme ça, alors je me suis lancé et je l'ai fait. Plus tard cette nuit-là, il m'a envoyé un message texte et nous avons parlé pendant quelques jours, ne trouvant jamais vraiment le bon moment pour nous rencontrer, car il travaillait à 40 minutes de chez lui. Il a mentionné que les bottes qu'il portait signifiaient beaucoup pour lui, et quelques autres choses étranges qui semblaient juste être des blagues extravagantes. Une nuit, très tard, alors que je rentrais chez moi et que je textais et conduisais comme n'importe quel jeune de 18 ans, nous avons décidé de nous rencontrer. Mon stupide moi l'a invité dans mon appartement, où il n'y avait que ma colocataire et moi, car nos 2 autres colocataires n'étaient pas encore arrivés. Au début, c'était bien parce que j'étais déjà ivre, donc je l'ai laissé simplement parler de ce qu'il voulait. Il a juste continué à parler et à parler de sa vie, de son passage en prison, des factures médicales, de ses parents et plus encore. Finalement, il m'a demandé si je voulais voir ses tatouages, et j'ai juste dit « Bien sûr, pourquoi pas ?» Il a relevé son t-shirt, et non seulement j'ai pu voir le pistolet caché dans sa ceinture, mais j'ai aussi vu plusieurs tatouages nazis mal recouverts. L'un était à peine couvert par une banane. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai simplement décidé que la meilleure façon de gérer la situation était de l'apaiser. Alors j'ai continué. Je ne me souviens pas exactement de tous les détails car cela remonte à plus de 2 ans, et j'étais ivre. Mais il a fini par sortir son pistolet et le mettre sur ma tête, me demandant si j'avais peur. J'étais immensément confuse et j'ai essayé de le défier en disant que je n'avais pas peur, ce qui l'a fait ranger son arme pendant un moment. Quand nous allions avoir des relations dans ma chambre en désordre, il a sorti à nouveau son pistolet en disant qu'il voulait le faire avec elle dehors. Je me suis vraiment mise en colère, et j'ai essayé de me battre avec lui pour lui enlever et l'éloigner de ma tête. Bien sûr, je n'étais pas aussi forte que lui et il m'a frappé au bras avec, ce qui a vraiment fait mal parce que c'était une belle. Quand j'ai finalement réussi à le repousser, et qu'il a réalisé que j'étais en colère et non pas effrayé, il a commencé à agir comme un accro, disant que j'étais folle de ne pas m'inquiéter de lui sortir un pistolet. Il a couru, a sauté par-dessus la clôture du complexe d'appartements,
et n'a même pas pris sa voiture dans laquelle il était arrivé. Le lendemain matin, sa voiture avait disparu, et j'avais un gros bleu là où il m'avait frappé. Pour moi, c'est une histoire amusante, mais maintenant je réalise à quel point ça aurait pu mal se terminer. Donc au serveur fou du restaurant japonais, je ne pense pas vouloir te revoir. Cet incident a eu lieu pendant ma 2e année à l'université, quelque part à l'automne de 2002. Pendant les 4 années où j'y étais, j'ai travaillé comme serveuse dans un petit restaurant familial près du campus. Le salaire était loin d'être adéquat, mais les propriétaires me traitaient comme l'un des leurs. Grandir sans parents a rendu cette connexion très importante pour moi, au point qu'il reste une partie importante de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Nous étions 4 filles à travailler le soir, et 3 d'entre nous étions des étudiantes à l'université. Le quartier environnant avait connu un déclin au cours des 20 dernières années, et malgré le grand nombre d'étudiants habitant la zone, la criminalité continuait d'augmenter constamment. Pour essayer au moins de nous prévenir de devenir victimes de cette criminalité, plusieurs mesures de sécurité ont été mises en place. Toutes les choses habituelles, comme se raccompagner mutuellement à nos voitures, ne pas laisser la porte arrière ouverte, des choses comme ça. Cependant, peu importe à quel point vous vous efforcez d'être en sécurité, quelque idiot trouvera quand même un moyen de vous agresser. Une nuit, alors que nous terminions notre service du soir, un grand idiot a précisément fait cela et, dans le processus, a presque causé l'effondrement d'une belle famille. Cette nuit-là, nous étions rapidement arrivés à la fin d'un autre service de dîner régulier, lorsqu'entra un homme et dit qu'il voulait emporter quelque chose. Pas de problème, j'ai pris sa commande et l'ai transmise à la cuisine. Ce soir-là, Matteo, le seul fils des propriétaires, travaillait en cuisine, et il n'était pas content quand il l'a vu. Il a essayé de préparer la commande le plus rapidement possible pour pouvoir finir de nettoyer et rentrer chez lui. Pendant que j'attendais, l'homme marchait nerveusement en regardant à plusieurs reprises dehors. Ce comportement semblait un peu suspect, alors j'ai mis de côté mes tâches de fermeture et j'ai commencé à regarder dehors pour voir ce qu'il regardait. Il m'a fallu une minute, mais j'ai vu un autre homme debout juste hors de la vue des fenêtres en baie. Ce type était sale. Ses cheveux semblaient ne pas avoir été lavés ou coiffés depuis des années. Les actions du deuxième homme étaient très similaires à celles du premier, presque comme s'ils étaient sur le point de nous voler. Stupide que j'étais, j'ai mis de côté mes instincts et j'ai commencé à encaisser la commande de l'homme. Quand je lui ai donné le total, il m'a rapidement remis un billet de 500 pesos et a regardé derrière lui. J'ai continué à ignorer son comportement, et quand j'ai ouvert le tiroir caisse, j'ai entendu la voix d'un homme me disant à voix basse de lui donner tout l'argent de la caisse enregistreuse. Peut-être par instinct, j'ai levé les yeux pour voir qui c'était. Tout venait du client, et il me pointait un pistolet sur le visage. « Gardez votre voix basse et ne paniquez pas, donnez-moi juste l'argent et laissez-le là. » Tout. Ce temps, j'avais été la seule employée à l'avant du magasin, donc il avait le contrôle sur moi. Chaque mot qu'il disait tremblait en sortant de sa bouche. Sa peur rendait la mienne encore pire. Je n'ai pas eu besoin qu'il me le dise 2 fois. J'ai attrapé chaque centime du tiroir, et j'étais sur le point de le lui donner quand j'ai entendu la voix de Matteo venir de derrière moi. « Tu as oublié quelque chose ?» Tout. Ce qui s'est passé après cela s'est déroulé si vite que je remets encore en question ma mémoire des événements jusqu'à aujourd'hui. Je sais avec certitude que l'arrivée de Matteo nous a tous les deux surpris, mais l'expression sur le visage du client ou du voleur était de pure surprise. Au moment où j'ai remarqué qu'il éloignait le pistolet de mon visage, je me suis baissé derrière le comptoir pour me cacher. Les coups de feu ont commencé peu après cela. Je n'étais pas sûr si Matteo avait été touché à ce moment-là. J'étais toujours accroupi par terre, avec les bras sur ma tête, très semblable à un enfant se cachant sous les couvertures et attendant que l'homme du sac s'en aille. Je ne sais pas combien de temps j'ai été comme ça, quelques secondes peut-être. Quand j'ai finalement osé regarder entre mes bras, tout ce que j'ai vu était le corps de Matteo allongé et immobile sur le sol. Même alors, je suis resté où j'étais, jusqu'à ce que j'entende la voix de sa maman nous crier dessus. C'est alors que je me suis finalement levé pour voir les résultats. Le tireur était parti, et l'argent était éparpillé partout sur le sol, là où je l'avais laissé tomber. Matteo était probablement mort sur le coup à ses pieds, et la salade de poulet grillé était éparpillée partout avec l'argent.
La mère de Matteo est sortie en courant de l'arrière-boutique quand elle a vu son seul fils allongé par terre. Elle s'est effondrée de douleur à côté de lui, et c'est là qu'elle est restée jusqu'à l'arrivée de la police. Pour ne pas prolonger une histoire déjà longue, je vous laisserai avec les faits. Même après avoir tout raconté à la police et donné une description détaillée des deux hommes, aucun n'a été capturé. La famille a fermé le restaurant pendant plusieurs jours après la fusillade, et il en est resté ainsi jusqu'à quelques jours après les funérailles. Depuis le jour de la réouverture, un policier en civil a surveillé l'endroit, et il n'y a jamais eu d'autres volumes depuis lors. Mon travail au restaurant a continué pendant le reste de mon temps à l'université. J'étais très affecté pendant un certain temps et aurais pu l'être pendant beaucoup plus longtemps, si ce n'était pour l'amour et le soutien de la famille. Nous semblions servir de mécanisme de coping l'un pour l'autre, et à travers la douleur partagée de la mort de Matteo, nous nous sommes rapprochés. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai avancé, et je vis actuellement à Atlanta avec mon partenaire. Le restaurant continue de fonctionner 5 jours par semaine, et se porte bien. Il semble que le quartier puisse être sur la voie de l'amélioration. Au cours de la dernière année, plusieurs grandes entreprises ont ouvert des succursales, et la croissance continue s'est révélée positive pour tous les intéressés. Allison, la matriarche de la famille, m'a récemment dit lors d'un appel téléphonique qu'elle était prête à supporter les hipsters qui envahissaient lentement la zone. Après tout, c'était un grand progrès par rapport aux toxicomanes meurtriers qui étaient là avant.